Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de faire du jeu de rôle à deux quand ce n'est pas prévu pour. Il existe nombre de jeux spécialement conçus pour être joués à deux. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission de ce soir, on y reviendra sûrement prochainement. Il se peut que vous vous retrouviez avec la configuration suivante, un maître de jeu et un joueur. Ça peut être par choix, parce que vous avez envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, ou peut-être au milieu d'une campagne pour faire un arc centré sur un personnage qu'il jouera seul. L'intérêt de ce genre de partie est que l'on va vraiment pouvoir se concentrer sur un seul personnage et développer toute son histoire personnelle. Cela dit, tous les scénarios ne sont pas adaptés pour être joués avec seulement un MJ et un joueur. Il va falloir les écrire et les faire sur mesure pour ce PJ. Évidemment, le personnage doit être au centre de l'histoire. C'est tout l'intérêt de ce genre de scénario, pouvoir développer le background du perso. Pour cela, vous avez deux choix. Soit vous vous centrez sur sa spécialisation. Ça peut être particulièrement intéressant si votre personnage est un peu différent. Je pense notamment à un médecin ou ce genre de choses qui va pouvoir aller de ville en ville ou traiter des choses que seul lui pourrait faire. Autre possibilité, lui attacher un groupe de PNJ qui vont pouvoir l'aider dans sa quête et donc qui vont lui servir à remplir les choses que lui ne serait pas capable de faire tout seul. Dans tous les cas, évitez les scénarios enquête trop punitifs. Ceux où si l'on ne trouve pas l'indice, on va se retrouver bloqué. La raison est simple, il n'y a plus qu'une seule personne qui peut réfléchir, donc si au bout d'un moment on ne trouve pas, eh bien on risque d'être complètement bloqué. Pensez plutôt à des scénarios type jeux vidéo, voire un peu popcorn. Donnez-leur de l'action, donnez-leur des rebondissements, et surtout, centrez-les sur le personnage. Mais donc, si on a besoin d'écrire un scénario exprès pour ce type de jeu, comment le faire? Quels sont les pièges à éviter? Déjà, construisez des personnages non-joueurs plus développés. Donnez-leur un background complet, des objectifs personnels et une raison de suivre votre héros. De la même façon, n'hésitez pas à rendre le jeu beaucoup plus létal pour ces PNJ. En effet, votre joueur va sûrement s'y attacher, et le fait de les perdre va créer du drama et du jeu. Pensez également à des scénarios à une échelle plus humaine. Il y a peu de chances qu'un personnage tout seul soit envoyé pour sauver le monde. Visez plus petit. Réglez les problèmes du personnage ou alors d'un petit village. Bref, pensez échelle et essayez de faire quelque chose de plus réduit et plus impactant à l'échelle personnelle. Et cette échelle personnelle est encore plus importante que pour que ces scénarios soient vraiment réussis, il va falloir y inclure des dilemmes moraux, de véritables choix que devra faire le personnage et qu'il sera le seul à pouvoir réaliser. Il faut bien sûr que dans ces choix, il n'y ait pas vraiment de bonne réponse et finalement choisir pour la moins pire des deux. D'ailleurs, bien que votre joueur soit seul, n'hésitez pas à lui donner un référent, une autorité supérieure, quelqu'un vers qui il va pouvoir se tourner en cas de dilemme, histoire de ne pas bloquer la partie. Si vous vous lancez dans une campagne avec un seul joueur, n'hésitez pas à prendre le temps lors de la création de personnage. En effet, si le personnage ne plaît pas pleinement au joueur, il risque de s'ennuyer ferme. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui laisser la possibilité de moduler son personnage en fonction de la direction que prend vos parties. De la même façon, si vous êtes en campagne, n'hésitez pas à être généreux sur la progression. En effet, on n'a pas envie de passer 40 parties pour réussir à monter niveau 3. Donnez-lui des ressources, donnez-lui de quoi faire avancer son personnage, pensez toujours développement. Ce développement n'a pas besoin d'être lent pour être intéressant, bien au contraire. Niveau maîtrise, prenez le temps. Laissez votre joueur donner le rythme de la partie. De toute façon, les choses qui ne l'intéressent pas devraient aller relativement vite, et au contraire, les choses qui vont l'intéresser vont prendre plus de temps. Donc laissez-lui ce temps. Après tout, c'est sa partie, et donc c'est son privilège de pouvoir s'attarder sur les choses qui l'intéressent vraiment. Et un dernier conseil, à la fin de chaque session, prenez le temps de faire un petit débrief, savoir qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui n'a pas plu, et aussi où le personnage voudrait aller, histoire de pouvoir mieux préparer votre prochaine partie et d'offrir une expérience qui vous plaît à tous les deux. Je rejoins à présent mon panel d'experts pour voir ce qu'ils pensent des jeux avec seulement un PJ. Et donc aujourd'hui on va parler de jouer quand on a un seul joueur. Donc première question qui mérite d'être posée je pense. Avez-vous déjà maîtrisé ou joué une partie avec un seul joueur?
Pareil, dans les 2 cas de configuration, je maîtrise actuellement une campagne avec, une joueuse, sur The Witcher et j'ai maîtrisé aussi quelques parties d'L5R de mémoire et j'ai joué aussi des parties d'L5R où j'étais tout seul, sur des apartés et aussi un scénario qui est assez mémorable de Rock Trader sur 40K. C'est vrai que pour ma part, j'en ai fait très très peu. J'ai fait beaucoup de scénarios apartés au milieu de campagne. Donc des scénarios avec un joueur qui va aller faire quelque chose en dehors du reste du groupe. Même si c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de scénarios centrés sur un héros avec un joueur qui devait aller faire des quêtes diverses et variées pour aller se suréquiper, pour aller faire des quêtes plus compliquées, pour aller se suréquiper. C'est le principe du jeu de rôle et du grinding. La partie qui tourne en rond. Ouais, mais c'est pas très grave parce que ça ressemble un peu à mes toutes premières parties de jeu de rôle. Et puis en plus, c'était sur du Warhammer jeu de rôle. Donc il fallait au moins ça si on voulait espérer tuer un rat. Moi, j'ai un côté assez kitsch, moi, sur ma partie de Rock Warhammer, hein. Trader. Ouais, c'est ça. Moi, sur ma partie de Rock Trader, je m'étais retrouvé jouer oh là là, ils vont me tuer, les fans de 40K. Un technomage, un Adeptus Mechanicus, et qui s'appelait Ratus Clancus en hommage à Ratchet et Clank. Et qui, du coup, un jour, alors qu'il travaillait dans son laboratoire, il a découvert qu'il avait une deuxième puce cerveau dans la tête et qui était celle d'un professeur fan de Xenos. Et du coup, il a commencé à faire des recherches sur les Xenos et il s'est retrouvé un jour en tête-à-tête avec, un membre de l'Inquisition et un membre de la Death Watch, la Raven Guard, il me semble, puisqu'ils avaient un peu le pouvoir de se transformer, de se cacher dans les ombres et tout ça. Et ça a donné un scénario qui était à la fois très intéressant et où mon personnage a extrêmement souffert. Mais j'en garde un très bon souvenir, c'était une très, très bonne partie. Alors moi, c'est vrai que ça m'a donné aussi l'opportunité de faire des trucs un petit peu plus perchés au niveau du stuff. J'ai fait notamment un scénario, un à côté de ma campagne principale avec un joueur qui se passait dans les terres de chasse, donc tout un côté mystique qu'on n'a pas forcément l'occasion d'explorer et que je vais sûrement pas envoyer un groupe là-dedans. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de ce côté-là. En tout cas, j'ai bien aimé le fait de pouvoir aller creuser des choses assez différentes comparé à ce qu'on fait d'habitude, surtout sur un jeu qu'on pratique beaucoup. De mon côté, j'ai eu droit à quelques apartés avec mon maître du jeu sur une campagne l'anneau unique premier âge. Où on a créé un fort de guerre en plein milieu des diverses terres féanorides, etc. etc. Du coup, il a fallu aller récupérer des ressources, il a fallu aller chasser quelques araignées qui étaient venues nous attaquer dans le fort. Et il a fallu se rendre dans certains endroits pour s'en occuper. Et personnellement, j'ai dû mener les troupes à cet endroit-là pendant que les autres joueurs allaient à d'autres endroits pour gérer des points diplomatiques, etc. J'en garde un très bon souvenir, surtout que ça m'a permis de découvrir certains secrets sur l'univers que j'ai pas obligatoirement révélés aux autres joueurs. J'ai découvert des secrets sur eux aussi. Et voilà, j'ai eu droit à 3 phases confréries comme ça, où à chaque fois donc je jouais un personnage qui partait un petit peu à l'extérieur. C'est très intéressant, mais particulier à jouer. Et on n'a pas encore entendu Monsieur Filou. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion de t'adonner à l'exercice ? Alors, en même temps, vu que la réponse est non, mon intervention n'était pas forcément essentielle. Alors, je vais quand même développer un peu. Je passe. Alors, je n'ai jamais, hormis quelques séquences très courtes d'aparté, mais de 10 minutes et que tout MJ a fait avec ses tables, je n'ai jamais maîtrisé à un seul joueur, véritablement.
Et en tant que joueur, la seule expérience dont je me souvienne était sur un début de campagne d'Agon, où notre maîtresse de jeu en fait avait fait une courte partie avec chacun donc en aparté avec chacun des joueurs pour en fait pour retracer un peu les raisons qui faisaient qu'ils se retrouvaient dans cette situation et avec le reste du groupe. Le but de la partie, l'enchaînement des événements et la conclusion étaient prédéterminés, donc c'était plus informatif que véritablement jouable avec une véritable prise sur l'enchaînement des événements. Bon, enfin, ça restait quand même une partie de jeu de rôle et ça avait été intéressant. Voilà. Sinon, il m'est déjà arrivé d'avoir le sentiment d'être bien seul à certaines tables de JDR, mais je pense que ça sort du cadre. Après, pour rebondir sur ce que disait Philou, et du coup, pour le pratiquer, il y a vraiment plusieurs intérêts à maîtriser avec une seule personne. Déjà, ça fait des très bonnes sessions 0 pour des gens qui aimeraient rejoindre une campagne ou quoi. Ça permet vraiment de prendre le temps avec la personne, de voir la mécanique, comment fonctionnent ses techniques et tout ça. C'est un peu ce qu'on faisait nous sur une campagne de L5R. Alors on sort légèrement du cadre parce que du coup on était 2 MJ pour un joueur. Et ça permettait vraiment de prendre le temps avec le joueur, de lui montrer ses techniques, de montrer un peu comment tout ce que le personnage avait en bagage et de rappeler aussi toutes les règles optionnelles telles que les augmentations et compagnie, qui peuvent être vite oubliées et qui sont pourtant essentielles pour, savourer pleinement ce style de jeu. Après, il y a vraiment une notion, comme ça a été dit, dans la vidéo de présentation, il y a vraiment une notion de prise de temps avec le joueur, sur une campagne à plus long terme. Moi, je vois sur ma campagne actuelle de Witcher, on doit être à la séance, 6 ou 7. Le covid nous a un peu freinés, bien que ma joueuse soit la personne qui habite avec moi, mais on va reprendre, d'ici peu et il y a vraiment un côté, voilà, c'est ton perso, c'est ton aventure. Dis-moi ce que tu veux jouer, je te dis ce que j'ai envie de jouer et on trouve un consensus qui est assez simple et ça permet d'avoir du coup des histoires, très simples parce qu'il faut pas aller forcément chercher le compliqué, mais ça permet vraiment de se poser sur les sensations, les sentiments et les impressions du personnage. Ce qu'on a tendance un peu à oublier, quand on joue, autour d'une table à plusieurs parce qu'il y a 4-5 joueurs, tu es obligé d'animer, tous les joueurs et là, tu as vraiment le temps de pouvoir te poser sur ton personnage. Qu'est-ce qu'il ressent, maintenant que la lueur du feu, éclaire, les maigres restes de tes repas précédents et ta seule, source de nourriture et du coup, il y a pas mal de choses qui peuvent se déclencher, se mettre en place. Ça donne vraiment des belles choses. C'est vrai que c'est vraiment un mode de jeu qui est idéal pour mettre du drame un peu dans la vie du personnage. Enfin, je dis du drame, mais pas forcément négatif. Qui va donner de la profondeur à son personnage, à son background, mais aussi au final, quelles vont être les petites choses qui vont lui plaire. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des personnages qui vont se rentrer dans une taverne après un long voyage et qui vont prendre quelque chose en particulier, un petit thé Earl Grey parce qu'ils l'ont bien mérité après toutes ces aventures. Et toutes ces petites choses qu'on a plus facilement l'occasion de découvrir dans ce genre de session que lorsqu'on a 6 personnes à table et que tout le monde fait son truc et qu'il n'a pas forcément envie d'accaparer l'attention pour les autres joueurs en ajoutant tous ces petits détails qui font la saveur et la profondeur d'un perso. Toute ressemblance avec un personnage existant, se prenant un petit Earl Grey pour se faire plaisir est totalement fortuite. Mais bon. Donc, question suivante. Si vous étiez joueur, quel type de partie souhaiteriez-vous explorer ? Alors, moi j'ai une grosse affection pour les flashbacks. Parce que mon personnage ma façon de faire des personnages de base, ils ont pas un background, hyper, épais, dans le sens où il y a pas des pages et des tartines, mais il y a suffisamment d'événements marquants dans leur vie, qui sont griffonnés pour pouvoir en tirer des choses assez intéressantes.
Je pense en particulier à Nanda Mirumoto, qui est mon actuel Mirumoto sur une campagne d'L5R, qui était Chui, donc qui était un des plus hauts généraux du clan du dragon, qui est devenu Ronin pour des raisons de bras manquants. Et à force de jouer ce show que j'aime bien, je me dis qu'une petite partie où je retrouverai mes 2 bras pour pouvoir utiliser mon 6 de bonus en tir à l'arc, ça pourrait être sympa. Et aussi parce que ça permettra d'éclaircir des zones du passé pour pouvoir, rendre jouable, rendre, des détails canons, avec le MJ sur ce qu'il veut et ce qu'il aimerait dans sa campagne. Et ça peut permettre de mettre en place pas mal de choses comme des némésis et tout ça. Et j'ai beaucoup d'affection sur les scénarios apartés comme ça pour tout ce qui est flashback, vraiment. Et typiquement sur L5R, même faire jouer des ancêtres, des ancêtres des joueurs, je trouve ça vraiment très sympa, quoi. Alors moi, sans grande surprise, en tant que légère personne qui a une petit intérêt pour la littérature Lovecraftesque, j'aimerais bien un véritable scénario de type nouvelle de Lovecraft avec une personne qui va faire toute seule, qui va faire face à l'inconnu et qui va, entre guillemets, la subir tout du long et qui va essayer de grappiller un peu, mais sans forcément avoir, on va dire, tout ce côté enquête. C'est les événements lui arrivent, il est obligé il est forcé de continuer pour une raison diverse ou variée, et puis finalement, voilà, là, faire en fait un vrai scénario de descente dans la folie à la Lovecraft, ça me plairait énormément, si j'avoue que ça doit être un petit peu compliqué à mettre en place et à maîtriser, etc. Mais enfin voilà, déjà c'est un truc que moi je pourrais m'amuser à écrire clairement parce que c'est mon délire, mais voilà, c'est quelque chose qui me plairait à jouer. Alors, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai entendu parler d'un certain Cthulhu Confidential, qui est un jeu de rôle américain, propulsé par le système Gumshoes, ou Détective pour nous autres, François. Système qui a été utilisé notamment sur Trail of Cthulhu et sur la chute de Delta Green. Le jeu devrait sortir un jour chez Dead Crow, et le jeu utilise une version spéciale du système Gumshoes et a été prévu pour jouer à 2 joueurs. Enfin, alors après, je dirais que c'est pas exactement ce qui m'intéresse, parce que ce que moi je cherche, c'est quelque chose qui ressemble, enfin une narration dans le type des romans de Lovecraft, et je n'ai pas besoin que ce soit du Cthulhu. Ouais, tu veux regarder la colline qui s'éteint petit à petit. Ouais, au final, j'ai absolument pas besoin de mythes, j'ai pas besoin de rien. C'est pas la question. Ça peut vraiment, c'est pas l'univers Cthulhu qui m'intéresse, c'est la forme de narration qui me parle. Donc forcément, c'est un peu mieux de l'avoir lu. Donc du coup, pour un peu extrapoler sur la question de qu'est-ce que c'est ce que j'appelle une narration à la Cthulhu, basiquement, c'est quelqu'un de lambda qui n'a rien de particulier, qui va se retrouver confronté à un début d'événement étrange. Peu importe ce que c'est. Et généralement, il va y prêter une petite attention, et il va y avoir de nouveaux événements étranges, des événements différents. Il ne va pas savoir au début s'il y a un lien entre les différents événements, et ça, en fait, ça va s'enchaîner petit à petit. Il va y avoir, si on veut, un cumul d'événements qui vont se former. Forcément, il va commencer à émettre des théories, il va développer un petit début de paranoïa éventuellement, ou des appréhensions. Et ensuite, on va avoir un moment de basculement où on va avoir vraiment la descente dans la folie, où il va devoir faire face à la réalité des faits. Donc ça va être c'est un passage qui devient très très court, hein. Généralement, c'est les dernières pages de la nouvelle quasiment, où il doit faire face à toute l'horreur de la réalité, tout simplement, ce qui fait que lui, il est peut-être complètement à côté de la plaque dans ses théories, etc. Et après, on va avoir une conclusion vraiment un dénouement. On va dire les séquelles que va laisser cette expérience sur ce personnage.
Et du coup, il n'y a pas de notion de affronter des monstres, etc. Non, c'est pas la question du truc en fait. C'est vraiment tout va jouer autour de la psychologie de ce personnage, de son développement. Il lui arrive quelque chose de fantastique, mais ça reste quelqu'un qui est persuadé que le fantastique n'existe pas. Ouais, on est sur une écriture Lovecraftienne et pas le mythe Lovecraftien, quoi. Exactement. C'est Donc assez ça, intéressant, ça se rapproche un peu de pas mal d'œuvres de Stephen King aussi, du coup. tout à fait. T'es très proche de l'évolution psychologique de Jack dans Shining. Voilà. Qui ressemble beaucoup à ce qu'a fait Edgar Poe également, ou Robert Oui, aussi. Chambers, pour ceux qui apprécient ce type d'auteur, je vous les conseille tous vivement. Donc voilà, c'est vrai que du coup je pense que ça méritait d'être un peu plus précisé. Et si vous êtes intéressé par du coup ce que je viens de raconter, je vous conseille également Lovecraftesque qui propose justement de créer une histoire dans ce genre-là. Mais du coup, voilà, c'est un jeu de storytelling, donc on va créer l'histoire, mais on va pas vraiment la jouer de la même façon. Édité chez 500 nuances de geek. Parce qu'on cite toujours beaucoup d'œuvres, mais on cite très peu les éditeurs qui nous permettent d'acquérir ces œuvres. Et du coup, toi, Pierre, qu'est-ce que tu voudrais comme partie tout seul? Alors, j'avoue que ta proposition de vivre des flashbacks est particulièrement intéressante. Mais j'avoue que j'aime bien l'idée d'apporter ma petite pierre à l'édifice de quelque chose de plus grand. Donc cet aspect un petit peu mission, éventuellement les missions diplomatiques. Là actuellement, je suis sur une mission diplomatique. Enfin, je viens de finir une mission diplomatique aux enjeux plutôt importants dans la campagne à laquelle je participe. Et j'avoue que j'ai particulièrement apprécié ça, justement. Les petites, comme j'aime bien dire souvent, j'apprécie beaucoup l'histoire derrière l'histoire. Voilà, c'est, ce genre de petit événement, qui sera pas obligatoirement connu, mais qui a des répercussions très importantes sur l'univers. Donc on pourrait presque résumer jouer vraiment avec le fluff de l'univers. Exactement, voilà, jouer vraiment avec, plus jouer avec l'univers que, jouer avec, oui voilà, jouer avec le fluff de l'univers, Ouais, puis ça permet de jouer ton personnage dans son entièreté aussi. aussi. Parce que souvent, selon à quoi tu joues, tu te retrouves bloqué. On dit souvent pour créer un personnage intéressant, faut prendre des compétences annexes et tout machin. Et quand on est en plein milieu d'une partie où tout le monde a son lot de techniques et son rôle, et que toi tu t'es dit: «Ouais, je vais créer un personnage intéressant, je vais lui mettre, marionnettiste au niveau 3», et que en fin de compte tout le monde s'en fout de quand tu fais des marionnettes. C'est vrai que c'est des moments assez intéressants de pouvoir jouer pleinement son personnage. Si on part du principe qu'on a fait un diplomate bretteur, souvent c'est le côté bretteur qui va être mis en avant, et alors que pouvoir, prendre le côté diplomate est tout aussi intéressant. Mmh. Et je pense que moi, c'est une des conclusions que j'ai tirées du JDR Witcher, où, actuellement ma joueuse est donc une médecin. Elle était médecin royal, et maintenant elle est, chevalière errant, pour le compte du royaume de Verden. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que voilà, pendant 20 minutes, bah, elle arrive, il y a des gens qui sont perforés, il y a des gens qui sont éventrés, il y a des gens qui et bah, ouais, tu joues un médecin, et ben, pendant 20 minutes, on prend le temps, et voilà, et le bandage et le machin, et tu vas aller chercher telle plante et ci et ça, et la fièvre commence à remonter, et du coup, ça appuie vraiment sur la spécificité de son personnage, et je pense que ça le permet de le jouer pleinement, et j'espère que, en tout cas, ça lui plaît de le jouer, et je pense que oui, étant donné qu'elle m'a demandé une suite. Donc voilà, Je ne c'est l'entends vraiment pas. intéressant. Tant mieux, mais elle parle pas de toute façon, et donc voilà, c'est vachement intéressant de pouvoir jouer pleinement son personnage et d'avoir enfin tout son panel de compétences qui est utile. Peut-être, de rebondir encore un coup, ne pas utiliser, ses compétences justement dans ce genre de situation, parce que justement on peut être habitué à faire, des lancers de dés, à raison ou à tort, n'est-ce pas? Hein? Mais j'ai remarqué que, dans les, 2 phases, confrérie justement que j'ai fait avec mon MJ,
les dés ont été extrêmement secondaires. Et ça a été beaucoup plus axé sur la narration et sur les actions des joueurs que ça l'a été habituellement dans le reste des parties qu'on a fait. Voilà, il y avait beaucoup plus de répercussions sur les actions par rapport à des tests. Alors, pour ma part, et j'espère que vous m'entendez. Tout Oui, à fait. on Oui. t'entend. D'accord. La réponse qui me vient, c'est le type de partie d'histoire que j'aime bien, même de manière plus traditionnelle dans un jeu de rôle normal, mais qui, je pense, peut être vraiment intéressant quand on est seul joueur et qu'on a vraiment les manettes. C'est les parties puzzle, en fait, où il y a un mystère. Enfin, on se retrouve dans un endroit dont on ne connaît pas forcément les règles. On se rend compte qu'il y a des choses qui se passent. Alors, ça peut être des choses tragiques, sombres, mais pas forcément. Hein, voilà. Et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et petit à petit, il y a des pièces de puzzle qui apparaissent et qui s'imbriquent. Et voilà. C'est un aspect découverte que j'aime bien. Moi, j'ai tendance à être un peu trop analytique et à bien aimer chercher à comprendre. Et en général, quand on est dans une partie avec plusieurs joueurs, on peut pas aller à son rythme. Oui, donc c'est bon? Vous m'entendez? Tout à fait. Oui. On t'entend. Donc j'ai besoin d'aller à mon rythme et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop les escape rooms, c'est que faut aller vite et on est plusieurs et du coup je peux pas aller à mon rythme. Et voilà, j'aimerais bien avoir ma partie où voilà, je suis dans un endroit mystérieux et j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'essaie de comprendre les relations entre les personnages et ce qui se trame et puis d'apporter mon grain de sel, évidemment. Donc, tu vois, ce que tu présentes et ce que tu souhaites, je pense que c'est vraiment l'essence même du fait de jouer à 2 de base, sur tous les jeux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ta volonté, je pense on trouve encore plus de jeux qui ne sont pas faits pour jouer à 2 qui colleraient. Tu vois, de ce que tu dis, un Tale from the Loop où le MJ s'embête à bien faire toutes les relations entre les élèves de la classe et donc de la classe du joueur et placer ce joueur dans un environnement mystérieux, ça peut devenir hyper intéressant, quoi. Et ça peut vraiment créer pour le joueur, un moment de jeu entier à son rythme, à sa volonté, avec, tous les mystères qui vont derrière, sur un système qui est assez simple et qui permet donc de ne pas trop casser le rythme sur un jeu qui est volontairement en plus rythmé et qui est porté sur les ellipses narratives. Je pense que tu tiens le bon filon. Il te faut juste te trouver un MJ de Tales from the Loop. Mais où donc pourrais-je trouver un tel MJ? Mais du coup, voilà, il y a pas mal de jeux comme ça et d'ailleurs j'y pensais, je pensais là comme ça à une vidéo de Wary Maître Mo qui est, une chaîne qui s'appelle, Jeux de rôle passion, chaîne groupe Facebook et il parlait des sidekicks dans Donjons et Dragons, comme quoi ça a été mis en place assez vite et justement c'était pour pallier au fait qu'on ne puisse pas jouer avec une table entière. Et donc ce concept de sidekick qui est présent même chez le grand ancêtre, du coup, je pense que comme quoi à l'époque déjà, ils réfléchissaient à faire jouer qu'une seule personne. C'est pas impossible que, surtout à l'époque, c'était plus compliqué de trouver des joueurs. Mais bon, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Il y a quand même un truc, moi aussi, que mine de rien, qui m'amuserait de faire dans un jeu à joueur. C'est un vrai gros jeu de bourrin de type OSR ou vraiment une course à l'XP du pur grinding. En fait, le jeu sans prise de tête de leveling bas de gamme. C'est la petite course à la puissance, la vraie sensation old school de jeu de rôle. Je vous ai déjà parlé d'Anime Was a Mistake. Oui. Alors Pierre a malheureusement quitté le stream.
Non, mais voilà, tu fais une campagne de Witcher, tu joues un sorceleur, et puis voilà, c'est tout. C'est juste tape, cogne. Ouais, mais vraiment ligné OSR, quoi. Un truc où c'est vraiment pas compliqué. Enfin bon, bref. Ouais, là, t'es pas du tout OSR, mais t'es old school niveau des règles. Je Ah, crois des que c'est ouf. le principal problème de ce jeu. C'est quand même le seul jeu qui propose un système d'enquête où l'enquête a des points de vie. Et une fois que t'as enlevé tous les Trop points bon. de vie de l'enquête, t'arrives à la résolution de l'enquête. Eh, D'accord. il y a un concept. Je dis pas qu'il est Oui. bon, mais il y a un concept. Oui, ce jeu est particulier. Mais Ouais, c'est est-ce un que jeu. tu peux résoudre l'enquête sans lui péter la gueule en lui retirant tous ses points de vie? Et non, et c'est ça qui est Oh, exceptionnel. c'est horrible! L'enquête est vraiment un boss final en fait, tu vois. Oh, c'est une horreur! Ah ouais, mais au Et moins, si t'es vraiment bidon en enquête, que tu pitches rien à la logique, bah c'est pas un problème. Tu peux régler une enquête à coup C'est d'épée. pas un problème, Ah, mais mais c'est de la baston pure. Mais c'est ça qui est rigolo, tu vois. Tu es dans un jeu où quand tu tires une flèche, ta flèche, elle a un certain nombre de chances d'exploser. Et du coup, à la Rollmaster, tu lances un dé pour savoir où les débris arrivent. Et en plus de ça, quand tu fais une enquête, tu lances des dés pour infliger des dégâts à l'enquête. Donc, c'est magique. Non, non, mais ce jeu est magnifique. On aime les ponts de Smith. Merci pour Cyberpunk, mais arrêtez avec vos putains de systèmes de jeu des années 70, quoi. Merci. Si ce vous serait pas entendez plutôt ce années message, 60 à ça ce vient niveau? du cœur. Non, mais non, non, même pas, parce que c'est vraiment. Tu regardes le système de base de Donjons et Dragons, il est plutôt simple. Et du tout premier. Et là, t'es vraiment sur du 1d10 plus compétences plus caractéristiques, ce qui en soi est facile. Mais le truc, c'est que tu fais ton jet, donc tu compares avec le jet de défense de l'adversaire. Puis si c'est au-dessus, si c'est 5 ou plus, c'est un dégât critique. Si c'est 10 ou plus, c'est un dégât critique majeur. Puis c'est 10 ou plus dégâts critiques, dégâts critiques extrêmes, dégâts critiques mortels. Et en fait, une fois que tu as lancé pendant 5 minutes les dés, tu sais si tu as fait des dégâts. Mais pour tous les fans de Witcher, ça reste un très bon jeu. Et comme d'habitude avec tous les jeux, une fois que vous l'avez, les règles, ça se change. Tu prends Cthulhu et tu adaptes? Comment oses-tu? Non, tu fais franchement, un des dix plus compétences plus caractéristiques, c'est hyper simple, c'est hyper visuel, ça va hyper vite. C'est juste qu'il faut pas commencer à jouer avec toutes les règles optionnelles qu'ils ont mis pour faire genre on a un jeu hyper complet, hyper lancé de dés. Mais c'est malin aussi, parce que c'est quelque chose qui est très aimé du côté américain de la force. Du jeu de rôle, eux, ils aiment bien jeter des brouettes de dés. J'inspire, jette un dé, ouais. Et, euh, et en fait, donc du coup, Échec critique. tout ça pour rebondir, parce qu'on digresse, mais tout ça pour Grèce, rebondir sur le Grèce. fait que si vous jouez à deux, vous pouvez pas faire ça. Si vous faites faire 50 jets d'affilée à votre comparse de jeu, à votre joueur, pour savoir s'il arrive à défoncer une porte, mais en général, le mec s'endort avant. Et c'est normal, on peut pas lui en vouloir. Il va falloir mettre beaucoup de rythme, il va falloir rester à l'affût, et il faut vraiment que les jets qui sont faits soient déterminants pour la partie. Sachant que quand on n'a qu'un seul joueur, un combat contre un gobelin, ça prend déjà un certain temps, quoi. Donc réfléchissez avant de lui mettre un dragon. Et voilà. C'est un peu ce que j'ai à dire pour redescendre sur Witcher et mon expérience là-dessus à un joueur, pardon, à un seul joueur. Il faut faire très attention à tout ça et bien doser la force des adversaires, l'opposition des adversaires. Et aussi, il faut pas hésiter à surstuffer entre guillemets votre personnage de façon à ce que forcément face à un personnage qui est censé être nul, mais qui a été codé et conceptualisé pour affronter 4 joueurs de niveau 1, quand votre personnage est tout seul niveau 1, il soit pas mort de suite. Voilà. Spéciale dédicace à Épine, la petite dague en bois qui donne du poison. Alors, je dirais que du coup, tu as déjà pressauté à ma dernière question. Ah mince. Quelles sont pour vous les différences fondamentales à prendre en compte entre le jeu à 2 et le jeu à 4 ou plus? Donc je pense que là, tu viens de nous faire une réponse complète sur le thème. Non, parce qu'en vrai, la réponse que j'ai prévue n'est pas du tout la même. Parce que là clairement, hein, le premier truc à faire déjà, c'est refaites l'équilibrage, parce que c'est important. Et c'est vrai que oui. Enfin... Mais oui. Mais du coup, on va quand même un petit peu laisser les autres parler, exceptionnellement, pour une fois. Non. Donc, bon bah tant pis, alors vas-y, dis-nous
Donne-nous Et donc la. c'est une fin de tournage. Allez. Donc, Merci quelle à est tous. quelle est la solution pour cette question? Non, donc voilà. Non, mais laissons les autres parler. Voilà. D'après vous, quelle est vraiment la différence fondamentale à prendre en compte entre le jeu avec un seul PJ et le jeu à plus? Je dirais qu'il est beaucoup plus compliqué d'improviser l'environnement quand on est avec un PJ plutôt qu'avec plusieurs PJ. Je crois que c'était toi qui en avais parlé justement, le fait d'avoir vraiment chaque personnage, chaque relation, au niveau des PNJ. Quand on est un joueur plus un PJ, on a 0 temps mort. Typiquement, on peut pas, réfléchir à qu'est-ce qui va se passer après, pendant que les 3 joueurs, sont en train de discuter de: «Bon alors, c'est qui a, empoisonné le puits? Bon, alors, maintenant où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on commande à la taverne?» Là, typiquement, je pense que c'est le genre de scénario, qui doit être préparé, plus que d'autres. Enfin, si tant est qu'on ne soit pas, dans un bac à sable. Mais, typiquement, au-delà du rééquilibrage, je j'ai presque tendance à dire que tous les scénarios en l'état, ne peuvent pas se lancer d'un claquement de doigts, en 1 PJ, 1 MJ. Voilà, je pense qu'il y a un retravail sur la plupart des scénarios. Faut vraiment que le MJ ait bien tout préparé, plus que pour tout autre scénario. Du coup, j'irais même encore plus parce que dans la majorité des scénarios qu'on peut trouver, en tout cas les scénarios déjà écrits, il y a souvent au moins une phase d'enquête. C'est rare qu'on passe à côté. Et le problème qu'on va avoir qu'un seul joueur, j'en parlais dans la vidéo, c'est que le joueur peut passer à côté de l'enquête, peut passer à côté des éléments de résolution, et il va pas forcément avoir quelqu'un à côté pour lui faire les déclics. Donc faut éviter tout ce qui va pouvoir être bloquant et complètement incapacitant au niveau du scénar. Et juste ça, voilà, il y a besoin de réécrire, enfin en tout cas repenser la façon dont c'est fait. Après, j'ai envie de dire, la plupart des scénarios d'enquête, proposent en général 2 à 3 moyens d'avoir accès à la plupart des indices permettant la résolution de l'enquête. Ouais, c'est le principe. Si Mais bon, jamais, on va dire si si tu jamais pars un d'un joueur mauvais a priori, tu vois, de disant ah lui non c'est bon, je l'ai innocenté, et que t'en restes là alors que non, fallait pas. Tu peux te bloquer tout seul. Ouais, après ça, c'est au MJ d'adapter aussi pas mal. Mhm. Pour répondre à ce genre de questions, un des scénars que j'ai fait jouer sur Witcher, c'est le scénario du Festival des Lucioles de l'Empire des Cerisiers. Et ça a très très bien fonctionné. Après, ça a très bien fonctionné parce que l'écriture du scénario permet aussi d'avoir 2-3 portes de secours et une belle ligne de vie. Et elle est surtout écrite il est surtout écrit de façon à ce que dans la narration et dans la présentation des lieux, les joueurs ou le joueur est directement un départ de l'enquête. Et donc, ça fonctionne assez bien. Après, vas-y. Par contre, pour ce scénario-là, sans spoiler, ton PNJ a pas intérêt à faire de conneries, sur la scène finale. Si tu Ah vois ce bah que je veux dire. après c'est à toi, AMJ, d'habilement influencer ton Le PJ. boss est létal, Ouais, mais après littéralement. ouais. Ouais, mais après c'est à toi d'influencer ton PJ. Moi, je sais que ça fait partie du contrat social de jeu que j'ai sur Witcher. Par exemple, là, le scénar que j'ai écrit, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai écrit un vrai scénario. Oh! Heu, ouais, c'est un triptyque en plus et tout, ça je pense qu'il y a moyen qu'il soit assez sympa. Je suis assez content de ce que j'ai fait et moi, c'est dans le contrat social. Je sais là que ma joueuse le sait, si son personnage doit mourir, il mourra, quoi, et après tant pis s'il meurt, on passera à Antica ou à un autre jeu, quoi, mais clairement le scénar n'est pas fait pour épargner le joueur et encore plus, le fait que le joueur soit tout seul, la partie de base devient très létale et du coup, c'est assez, pareil intéressant à jouer. Mais voilà, faut
faut choisir le scénar létal. C'est sûr qu'il faut éviter de faire en sorte que: «Ah, un gobelin, ah bah, tu mort». Après, beaucoup de jeux grand public, ne sont plus faits comme ça. Je veux dire, maintenant, pour mourir dans Donjons& et Dragons, il faut quand même y aller, quoi. Faut rater ses tests. Non, même pas. Il y a trop de soupapes de sécurité dans la 5e édition pour que ton perso, il meure. Oui, bah, c'est sûr, après si tu forces la mort, forcément les persos meurent. Mais, tu encore beaucoup de jeux maintenant dans leur construction actuelle où le PJ est quand même assez protégé. Je veux dire, quand on joue à Mantoids, on sait que nos persos vont mourir, quoi. C'est le postulat de base du jeu et c'est ce qu'on te dit avant même de t'expliquer le jeu. Et maintenant, dans la plupart des jeux modernes, c'est une réponse que j'ai formulée par rapport au fait du: «Est-ce qu'on lance les dés devant l'écran ou derrière l'écran?» Avec, tout le monde dit: «Ouais, on lance les dés derrière parce que on fait du bruit et en fait, on fait ce qui nous arrange et ça évite de tuer les MJ les joueurs sur un critique». Heu, il y a relativement peu de jeux à l'heure actuelle où, tu peux tuer un PJ sur un simple critique, quoi. Même, il y a les jeux où les dés explosent. Les jeux où les dés explosent, oui, effectivement, ça m'est arrivé sur un jet de défense, dans Witcher où ma goule a fait, un résultat de défense de -61 parce que j'ai enchaîné eh oui, j'ai enchaîné 8 j'ai fait un 1, donc un critique et du coup, le critique du 1, il explose et du coup, tu lances et ça te fait des négatifs et j'ai fait un 1 et après j'ai fait 8-10. Donc c'est la défense de ma truc est descendue à -61, bref, mais c'est assez enfin c'est rare, c'est quasiment impossible. Donc n'ayez pas peur de faire souffrir votre PJ de base, il vous remerciera en général, parce que c'est comme ça qu'on c'est en ayant de l'empathie pour son personnage. Ouh là, j'ai buggé. Puis même, j'ai envie de dire, ça donne un petit peu de profondeur au truc, hein, parce que tu te rappelles la fois où j'ai failli crever contre un gobelin. Si on commence un peu à tricher sur la qualité des jets de dés, on passe à côté de ces grands moments mémorables ou du boss qui s'est fait OS en un critique, c'est pas grave. Au contraire, au final, on s'en souvient de ce boss-là, contrairement aux 52 autres qu'on a affrontés normalement. Du coup, pour répondre à la question, les différences fondamentales, il y en a pas tant que ça en vrai, hein. On reste quand même sur, enfin pour ma part et sur ma vision, on reste quand même sur une narration partagée et un loisir partagé, qui fait que, du moment que tout le monde est d'accord pour jouer, ça reste sympa, quoi. Après, quand on n'a pas l'habitude de jouer à 2, on fait des erreurs comme quand on n'a pas l'habitude de jouer à 4, quoi. Faut pas non plus, s'attendre à des premiers scénarios et à des premières fois assez exceptionnelles. Je me rappelle de quelques scénars, moi, où je pédalais pas mal dans la semoule. D'où le fait que maintenant j'écrive, les scénars, mais les différences de base ne sont pas hyper fondamentales, quoi. Il y a un équilibrage à penser, mais une fois que c'est pensé, ça roule, plutôt simplement. Je dirais qu'il y a aussi quand même un truc qui est assez pratique dans ce genre de situation, c'est avoir, en plus de nos habituels PNJ clés en main prêts à utiliser à toutes épreuves, avoir des PNJ un poil plus travaillés pour au cas où le joueur s'y intéresse vraiment, qu'il voudrait en savoir plus sur lui, sur ses relations, etc. Et c'est vrai qu'avoir du coup des personnages qui ont un minimum de passif et pas juste des personnages, ça peut être largement avantageux. Et pour ça, je vous conseille une excellente vidéo sur la chaîne qui est la méthode de création de PNJ rapide de Monsieur Thomas Munier, qui justement vous donne accès à ce genre de choses, qui fait que si vous allez croiser un mec dans une taverne en train de faire votre poulet, eh ben vous pourrez savoir toute sa vie, de sa famille, etc. Et ça ne vous aura pas demandé plus de travail que pour un autre PNJ. Donc je mettrai peut-être le lien si je m'en rappelle. Je pense que tu soulèves un biais assez important par rapport au PNJ. C'est que, bien sûr, il y a des MJ exceptionnels, il y a des gens qui ont un don pour ça. Puis il y a d'autres gens qui ont des heures de temps libre pour mettre ça en place. Mais l'avantage de jouer à 2, c'est que donc du coup les PNJ sont plus construits et que ton avantage, ou désavantage amour sincère et némésis prend vraiment corps pour le coup. Parce que c'est vraiment un
personnage qui interviendra et sera présent. Tout ce qui est je suis un paladin qui a combattu pendant des années, qui était d'abord le page d'un mentor, d'un homme qui est devenu mon mentor et tout ça. Bah là, pour le coup, le mentor, il viendra te mettre des taloches derrière la tête parce que tu te seras fait déboîter par un gobelin alors que dans ton background, tu es tueur de dragons. Et ouais, il y aura vraiment du corps dans le personnage, du corps dans le background et ça va enrichir vraiment l'expérience de jeu. Je pense que c'est vraiment une expérience de jeu à vivre, au moins une fois, d'avoir vraiment un scénar qui est centré sur son personnage et c'est un scénar qui est en tête-à-tête avec un ou plusieurs MJ, quoi. Est-ce que tu penses que c'est du coup jouer avec un seul joueur, ça peut être la bonne occasion pour jouer avec plusieurs MJ? Qui c'est à moi? Ouais, ben vu que ça fait 2 fois que t'as présenté le cas de figure où un joueur pour 2 MJ. Ah, moi j'ai des souvenirs mémorables de parties à 2 MJ. Typiquement, ça permet de faire beaucoup de choses. Il faut avoir beaucoup de complicité avec son MJ déjà. Enfin, entre les 2 MJ, il faut avoir beaucoup de complicité. Il faut arriver à pas se marcher sur les pieds, ce qui a été un exercice très compliqué pour moi qui ai tendance à beaucoup prendre la parole. Et l'avantage, c'est qu'on a une rotation, MJ-PNJ du coup. Parce que souvent quand un MJ prend le lead, il y a un autre PNJ il y a toujours un PNJ qui traîne ou un truc dans le genre qui est incarné par l'autre MJ. Et c'est assez intéressant, je pense pas en particulier, je vais rebondir sur L5R, je suis désolé, mais ça reste quand même une de mes grandes passions. Je pense sur L5R en particulier, on avait, un joueur de la licorne, de la famille, Otaku, qui, du coup est une famille qui est censée être silencieuse, qui est censée être très calme, qui est censée être limite effacée. Je parle de première édition, hein, avant que les mecs aient eu le lever de bouclier. Qui est censé être très sobre, très feng shui, très zen et tout. Et en fait, notre joueur jouait, son otaku, mais d'une façon complètement abominable, qui aurait fait honte à Otaku première du nom. Donc nous avons profité d'une partie pour lui faire rencontrer Otaku première du nom et du coup, par le biais de son ancêtre, lui faire comprendre qu'il faisait honte et qu'il déshonorait sa famille, en fait, même carrément. Et enfin le MJ l'a le PJ l'a vécu, mais comme vraiment un coup de massue, quoi. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire quand on est avec 4 joueurs parce que c'est normal, il faut qu'on avance dans l'histoire, il faut qu'on se fasse plaisir. Là, 2 MJ, tu peinard, s'il y en a un qui en manque, c'est comme le disait Pierre, il y a l'improvisation qui est beaucoup moins, spontanée quand on est à un joueur en face à face. Donc quand on est 2 MJ, ça permet de prendre le relais, ça permet d'avoir un rythme, ça permet de pas de casser le truc. Et ouais, il a vécu vraiment, mais comme un coup de massue, ça l'a marqué et tout et même récemment, alors qu'on a arrêté cette campagne depuis au moins 2 ans, même récemment, il nous a demandé de refaire une partie, juste lui, quoi. Et c'est assez sympathique parce que ça permet de rebondir sur pas mal de choses et après, comme toutes les qualités que je donne depuis tout à l'heure, ça permet de vraiment prendre le temps, de faire évoluer chaque personnage et de faire évoluer en tout cas le personnage et d'avoir une vision un peu plus intime du truc. Du coup, ouais, ça permet d'être vachement plus intime et il y a de gros avantages. Être à 2 MJ, ça permet de jamais être, pris au dépourvu. Ça permet de faire des petites feintes à son collègue qui a l'habitude d'être MJ et qui, du coup, dans la peau d'un PNJ, se retrouve, quelques instants joueur et de le surprendre, sur quelques détours scénaristiques. Et ouais, je pense que c'est une très, très bonne façon de faire du jeu de rôle et c'est une très, très bonne façon d'initier quelqu'un à la maîtrise. Et on a un cruel manque de MJ et on a un cruel besoin de MJ. Donc si vous avez quelqu'un à prendre sous votre aile qui fait partie de votre campagne, par exemple, et son personnage est malade ou il a été piqué par une araignée, et profiter de l'absence de ce personnage pour initier la personne un peu au mastering et le faire gérer une table avec des personnages qu'il connaît.
ça peut être super intéressant pour vous, MJ, qui a envie de jouer de temps en temps, et ça peut être hyper intéressant pour lui qui n'ose pas sauter le pas. Du coup, je vais rester sur des généralités bien loin des considérations dont Adrien nous a fait part. Mais pour moi, la différence fondamentale, c'est vraiment au niveau du degré de personnalisation. Mais ça rejoint en partie ce qui a été dit. Mais bon, dans l'idéal, lorsqu'on fait un jeu à plusieurs joueurs, il est quand même souhaitable que le maître de jeu parvienne à adapter son scénario ou adapter sa partie aux joueurs, aux souhaits des joueurs et aux intérêts enfin, en tout cas à ce à quoi les personnages peuvent agir, réagir et proagir. Mais n'empêche, c'est un degré de personnalisation qui peut rester relatif et on en arrive à des situations où, par exemple, en des tournois de jeux de rôle dans lesquels le maître de jeu reçoit le scénario 1 heure avant et il n'y a aucune personnalisation possible aux joueurs et aux personnages. En tout cas, aux joueurs. Les personnages, on peut imaginer que ça a été fait avant vis-à-vis des pré-tirés, mais en tout cas, aux joueurs, non. Et ça se passe quand même. Les parties, vous pouvez même faire de très bonnes parties dans ces conditions. Ça, moi, je le vois. Je vois pas comment ça peut être possible dans un jeu avec un joueur. Au contraire, dans une partie avec un joueur, il faut vraiment que la partie soit adaptée à ce qui fait plaisir aux joueurs et quand on joue à deux, la partie doit vraiment être calibrée pour le joueur et pour son personnage. Là où ça a été juste souhaitable, ça devient indispensable. Donc il y a la préparation et il y a aussi l'improvisation qui a je pense, alors vous risquez de ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que même si on a tous connu des parties qui partent en vrille et où les groupes de personnages de PJ ne font absolument pas ce qui était prévu ou même ce qui était envisagé par le maître de jeu, lorsqu'on est à plusieurs joueurs, il y a une forme de loi normale qui se met, qui fait que les joueurs devraient se compenser les uns les autres et du coup, ça, à moins qu'il y ait un effet d'entraînement, mais sinon ça va rester dans des sortes de rails parce que si c'est pas un tel qui a l'idée, c'est tel autre. Et puis si un tel a une idée qui est vraiment, enfin qui est vraiment étrange, il y a tel autre qui va le tempérer. Et du coup, ça va rester relativement dans des rails. Alors que quand il y a juste un joueur, le joueur peut décider de partir dans une direction inattendue pour une raison ou pour une autre. Et à mon avis, c'est plus difficile et c'est plus important d'improviser et de suivre. Quitte à dire, ok, tu veux partir dans cette direction, ok, je prends note. On arrête la partie pour l'instant, je prépare de manière à ce que la partie suivante cadre bien à ce que tu souhaites faire et on reprend la fois suivante. Ouais, c'est exactement ça. Le truc, c'est que quand t'es 4 autour de la table et qu'ils décident de tabasser le tavernier, au bout de la 8e mandale, il y en a toujours un qui commence à dire « Bon les gars, c'est rigolo, on reprend la mission ». Alors que quand t'es tout seul et que tu pars dans la mauvaise direction, t'es tout seul, quoi. Il y a personne pour dire t'es sûr que c'est par là qu'il fallait aller? Et du coup, ouais, c'est exactement ça. Mais ton conseil, il est vachement bon en vrai. Et je pense que c'est quelque chose que même les MJ à plusieurs n'osent pas forcément faire. C'est dire bon les gars, attendez. Là, vous m'avez perdu.
Ce que dit Philou est hyper important, mais je pense que c'est hyper important à tous les étages. On est là toujours à dire oui, il faut savoir improviser, il faut savoir rebondir. Mais quand ça va vraiment pas dans le sens du MJ et que ça met le MJ très mal à l'aise, je pense que le MJ, comme tout joueur, a le droit de demander une pause pour pouvoir, se remettre sur pied, se rétablir ou expliquer même clairement hors game aux gens que, là ça va pas, quoi. Je pense à tous ces petits nouveaux MJ en club qui ont voulu essayer pour la première fois et qui sont tombés sur une armée de casse-bonbons, qui n'ont pas voulu prendre la porte du début du donjon. Je disais simplement que lorsqu'on est 4 ou 5 autour d'une table, normalement le bon réflexe du joueur doit être de se dire bon ok, il faut quand même faire attention aux autres et il ne faut pas faire les choses uniquement selon mon intérêt ou mon plaisir à moi, et il faut faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde ait le projecteur sur lui. Lorsqu'on a un MJ, un seul PJ, ben le joueur, il va se dire, et il a totalement raison de se dire ça, et oh, la star c'est moi, le projecteur c'est moi qui l'ai, et ben voilà, j'ai envie de faire tel truc, et ben je le fais. Voilà. Et donc, ben, le MJ doit pouvoir savoir que ben, ça peut arriver et que le truc que décide le joueur, sans forcément que ce soit un mauvais truc, hein, il peut très bien avoir de très bonnes raisons de décider de faire ça, et ben, le MJ, il doit pouvoir se dire que ben, cette situation peut arriver. Eh bien, encore une fois, c'était fort bien dit. Et donc, c'est tout pour nous pour ce soir. Je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain atelier jeu de rôle. Suite. Ciao. Bonne soirée.